Bonjour, je m'appelle Yann April-Boucher, je suis Startup Manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Deep, un voyage en immersion au pays de la Deep Tech. Nous allons découvrir ensemble l'univers des technologies que l'on utilisera tous demain en vous proposant de rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. C'est un épisode un peu particulier que je vous propose parce que je n'aurai pas 2 invités autour de ma table mais 3, donc 3 histoires différentes. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils sont tous docteurs et que chacun à leur manière, ils vont nous parler d'entrepreneuriat avec une vision bien différente. Finalement, c'est quoi le profil type du PhD entrepreneur ou bien du chercheur qui collabore avec les startups? Et est-ce qu'un docteur est forcément un bon candidat à l'entrepreneuriat? Pour essayer d'avoir les points de vue les plus variés possibles, je reçois Élodie Chabrol, docteur en neurosciences, ex-chercheuse. Puis ça sera au tour de Rémi Charoc, chercheur et professeur à Télécom Paris. Et on discutera avec Florent Mathieu, docteur en mécanique des matériaux, depuis plus de 4 ans CEO de la startup Ecosim. On commence donc avec toi, Élodie. Alors déjà, je suis ravi de t'accueillir dans ce studio. Merci d'être là. Bonjour, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Alors je l'ai dit, docteur en neurosciences, ex-chercheuse. Aujourd'hui, tu fais tellement de choses que c'est toi qui vas te présenter. Tu es freelance, experte en communication scientifique. Voilà, je te laisse nous dire en quelques mots ce que tu fais, ce que tu as fait, d'où tu viens. Voilà, de nous rappeler un peu ton parcours. Alors effectivement, je suis docteur en neurosciences. Je suis partie à Londres après ma thèse pour faire des recherches en neurosciences à UCL. Et pendant ce temps-là, en fait, j'ai monté un festival de communication scientifique qui s'appelle Pint of Science. Pendant 4 ans, j'ai jonglé entre la recherche et ça. Et puis en 2017, je me suis dit que j'allais abandonner la recherche, que j'allais partir complètement en communication scientifique. C'est ce que j'ai fait maintenant. Du coup, effectivement, je suis freelance. Je travaille sur plein de projets. Ça va des formations au project management, podcast aussi. Enfin, vraiment plein de choses. Tant qu'il y a de la communication qui concerne la science, en fait, je vais répondre présente. Ouais, tu le disais, tu animes un podcast qui s'appelle du coup le Déclic Deep Tech. Tu rencontres des chercheurs qui ont lancé leur start-up. C'est aussi pour ça que tu es là pour nous en parler. Selon toi, est-ce que les chercheurs d'aujourd'hui ont toutes les qualités requises finalement pour faire de bons entrepreneurs ? Alors, je pense qu'ils ont des qualités, mais d'après ce que j'ai vu avec tous les profils qu'on a pu avoir avec le Déclic, c'est qu'il faut aussi l'avoir au fond de soi. Il faut vraiment avoir cette envie, il faut vraiment avoir cette passion. Et je pense qu'on la recherche prépare bien à l'entrepreneuriat, dans le sens où on est en train de jongler avec plein de projets différents. Au final, on recherche aussi toujours de l'argent, on fait de la promo. Enfin, on fait au final un petit peu tout ce qu'on a besoin de faire en tant qu'entrepreneur. Mais je pense qu'il faut en plus cette passion qui fait que le petit déclic va être là et va lancer l'étincelle. Alors, on essaye un peu de chercher un peu aussi ces déclics. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'en effet, il y a pas mal de parallèles entre différents métiers, celui d'investisseur, d'entrepreneur, de chercheur. Qu'est-ce qui pousse les gens aujourd'hui à quitter la recherche quand on est chercheur ? Alors, il y a plein de choses. Je pense que déjà, c'est le manque de futur vraiment positif, c'est-à-dire le manque de postes, etc. Il y a de plus en plus de docteurs. En France, je crois qu'on est passé de 2012, de 8000 docteurs ou quelque chose comme ça, à plus de 15 000 en ce moment-là. Donc c'est vraiment énorme, ça a doublé. Ça veut dire que potentiellement tous ces gens-là n'auront pas des postes en recherche. Donc déjà l'avenir n'est pas forcément très certain pour tous les docteurs maintenant. Et puis il y a une explosion aussi de tout ce qui est entrepreneuriat. On se rend compte, moi quand j'ai passé ma thèse en 2009, on nous parlait très peu de ça. On nous disait non mais toi tu fais une thèse, tu vas faire un postdoc et puis tu auras un poste au CNRS. C'était vraiment tout tracé. Alors que maintenant en thèse on se rend compte que en fait on a énormément de possibilités, dont monter sa start-up ou aller travailler dans une start-up. Donc je pense qu'effectivement on quitte la recherche parce que le futur n'est pas forcément très sûr. Et du coup, tu as l'impression qu'on en parle suffisamment là, aux docteurs ou aux doctorants, en tout cas, on leur parle suffisamment des opportunités qu'ils peuvent avoir dans l'entrepreneuriat, parce que moi j'ai l'impression qu'on leur en parle pas beaucoup. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas partout pareil. Il y a des endroits, et je pense que ça va dépendre des facs et ça va dépendre aussi des labos. C'est-à-dire que quand on est avec un chef de labo qui est hyper récalcitrant, qui n'est pas très fan de ça, du coup, on ne va pas forcément être au courant. Des facs aussi qui ne sont pas forcément très actifs dans l'entrepreneuriat, on va moins en entendre parler. Donc je pense qu'effectivement, il y a des efforts à faire là-dessus. Il y a des endroits qui sont hyper au courant, il y a d'autres endroits pas du tout. Donc c'est pas partout pareil, clairement, et je pense que ça peut encore se développer énormément. C'est le début là, à mon avis. Alors néanmoins, tu disais qu'il y a de plus en plus de chercheurs. Tu trouves que le job en lui-même de chercheur de la recherche, il est plus attractif qu'avant, malgré le manque d'opportunités, s'il y en a de plus en plus, ou c'est juste conjoncturel ? Je sais pas exactement si c'est juste que les plus jeunes ont envie, en tout cas, ont envie de faire de la recherche, ou si c'est aussi le fait d'être PhD, parce que de plus en plus maintenant le diplôme est reconnu aussi. Par exemple, c'est depuis 2018-2019, il a été inscrit au registre national des compétences professionnelles, ça c'est tout neuf. Avant, on avait un doctorat, c'était pour faire de la recherche. Maintenant, on se rend compte qu'avoir un doctorat, ça te donne
plein de compétences qui peuvent servir dans d'autres choses. Donc peut-être aussi qu'il y en a certains, alors peut-être une petite partie, qui font un doctorat pour effectivement après partir faire autre chose. Toi, personnellement, la seule raison que tu as quitté la recherche, c'est quoi ? Comment dire ? As-tu 1h30 ? Non, pas vraiment, mais tu vas pouvoir le résumer. Alors, je peux très bien le résumer. En fait, souci au niveau de publication. J'ai travaillé 5 ans sur un projet de thérapie génique. Et à l'arrivée, ça a bien marché, mais je me suis retrouvée avec plein de monde d'un coup qui voulait être sur ma publication. Comme souvent ça arrive. Et du coup, une publication qui avait plus trop de sens, qui n'a pas été géniale, qui n'a pas été publiée dans un article génial. Et surtout, moi, j'ai perdu ma place d'auteur, on va dire, sur ce papier. Donc, ça a un peu cramé ma carrière scientifique. Et je pense qu'en même temps, comme j'avais Pint of Science et j'ai découvert la culture scientifique, je me suis dit qu'en termes d'impact, on était 10 dans mon labo à bosser sur des projets vraiment similaires. Je me suis dit, demain, je m'en vais. C'est la même chose. Mon projet continue, ce sera juste quelqu'un d'autre. Alors qu'à l'époque, Pint of Science devait se développer dans le monde. On avait que 10 pays, là, on en a 29. Et l'idée, c'était, je me disais, j'aurais beaucoup plus d'impact en partant de la recherche qu'en restant, en fait. Ça sera un autre type d'impact, mais ça sera un impact pour des carrières de chercheurs un petit peu partout dans le monde. C'est marrant que tu parles d'impact, parce que c'est aussi des notions qui reviennent souvent dans le choix d'entreprendre chez nos intervenants. Peut-être tu peux nous parler un peu de Pint of Science, du coup, et de ce que vous faites, parce que moi, ça intéresse, je pense, pas mal de gens qui nous écoutent. Alors, en fait, c'est un festival de vulgarisation scientifique. L'idée, c'est que pendant 3 soirs au mois de mai, on a des chercheurs qui viennent dans les bars, ou des chercheurs et des chercheuses, raconter leurs recherches au grand public. Donc il y a un programme, etc. Bien sûr, on sait en avance qui on va voir et ce qu'ils vont nous raconter. Ça se passe en simultané dans plein de villes de France. L'année dernière, on avait une 60aine de villes, mais aussi dans plein de villes du monde. Et plein de pays. Donc là, on a 29 pays. En tout, on est autour de 600 villes. Bon, alors avec Covid, bien sûr, on a eu nos plans un petit peu gâché, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Et chaque année, normalement, on a de nouveaux pays qui nous rejoignent. Et du coup, pendant ces 3 mêmes soirs, partout dans le monde, on a plein de gens qui découvrent des sujets de sciences, sur toutes les sciences. Pour terminer ta partie, je voudrais faire un lien avec le prochain épisode qu'on va faire, qui est sur l'entrepreneuriat féminin au sens large. Et je voulais avoir un peu ton ressenti sur la place des femmes dans la science en général, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse pour te suivre un peu sur les réseaux. Comment tu t'es sentie en tant que fan, finalement, en tant que femme docteur et chercheuse dans le labo quand tu y étais, ou maintenant d'ailleurs? Alors en fait, en thèse, ça allait. Je crois que j'étais au monde des bisounours parce que j'étais plutôt bien protégée, donc j'ai pas senti la différence. Mais par contre, en postdoc, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis partie, en postdoc, typiquement, je sentais clairement qu'il y avait une influence masculine autour de moi et que c'était très dominée par en gros tous les hommes du labo. Et c'était rigolo parce que j'étais celle qui allait apprendre à tout le monde comment utiliser la technique. Par contre, je donnais jamais de séminaire, on me proposait jamais de le faire. Enfin, tu vois. Donc malheureusement, j'ai souffert de ça et je suis un peu partie aussi à cause de ça parce que dans cette bataille pour le nom d'auteur sur le papier, en fait, c'était que des hommes autour de moi. Et je me suis retrouvée à voir mon étudiant en thèse qui est passé devant moi. Donc, c'est un peu l'ultime trahison. Et mon chef a décidé que, comme il a eu le courage de demander, il méritait bien d'être devant. En anglais, c'était « he had the balls ». Tu vois, donc, voilà. Donc, du coup, je suis un peu partie aussi à cause de ça. Et clairement, notre labo, c'était un labo hyper dominé par masculin. C'était un gros labo masculin, dominé par les hommes. Mais par contre, j'en ai vu d'autres pendant que j'étais en thèse et pendant que j'étais en postdoc, qui étaient super, avec des chefs géniaux, qui faisaient vraiment aucune différence. Et ça, c'est bien. Donc, c'est pas partout pareil. Je pense que la culture est en train de changer, mais il y a encore des chefs qui considèrent que les femmes, elles sont là pour expliquer les trucs, pour apprendre les technos aux autres, pour prendre les notes pendant les meetings. Tu vois, ça, on l'a entendu pas mal quand j'étais en postdoc, mais elles ne sont pas nécessairement là pour avoir un poste, quoi. Je te remercie beaucoup. Ça fait un peu le lien avec notre épisode d'après. On se retrouve à tout à l'heure pour une petite dernière question bonus et je vais me tourner vers Rémi, qui lui est encore dans le milieu académique. Je le disais tout à l'heure, chercheur, professeur à Télécom Paris. Alors, idem, Rémi, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Tu vas te présenter un petit peu, nous parler de ce que tu fais, tes travaux de recherche, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, comme Élodie, j'ai fait ma thèse dans les années 2009-2010 à Toulouse, au LAS. Donc, c'est une unité propre de recherche publique. Et je vais pas mal insister sur ce point, justement, sur la recherche publique, parce que je pense qu'il y a une dualité entre recherche publique et recherche privée et innovation. Et j'ai continué à Bordeaux, au Labri, et ensuite à l'École des mines de Nantes. Tout ça, c'était des post-docs, comme tu connais bien, Élodie.
Et puis par la suite, j'ai eu un poste, pour le coup, à Télécom Paris, je suis donc maître de conf depuis 2012 à Télécom Paris. Alors mes sujets de recherche, c'est en informatique, c'est sur les systèmes répartis, large échelle, qui s'auto-optimisent, qui s'auto-protègent quand ils sont attaqués, qui s'auto-déploient, qui se mettent à jour tout seuls, bref, qui s'administrent sans l'intervention d'humains, de manière automatique et intelligente, on va dire. Et depuis 2 ans, un peu plus maintenant, j'ai changé de thématique de recherche et je fais maintenant de l'éducation en utilisant ces systèmes large échelle. Donc, entre autres, une application, c'est les MOOC, c'est les cours ouverts en ligne et massifs qui utilisent des systèmes qui passent à l'échelle, puisqu'il y a des centaines de milliers d'apprenants, c'est bien connu. Et donc, je fais des expériences de recherche avec des psychologues, avec des neuroscientifiques, au sein même de ces cours en ligne qui permettent d'avoir des grandes populations et de faire des comparaisons à large échelle sur des grandes populations. Voilà ce que je fais. Du coup, ce changement un peu de sujet de recherche, je sais que ça t'a amené du coup vers l'écosystème un peu encore plus de l'entrepreneuriat et finalement, tu t'es déjà posé la question, toi, de lancer un vrai projet d'entreprise ? Oui, même à mon école, on est assez ouvert à ça. C'est une école d'ingénieurs qui a un des plus gros incubateurs de France et on a cette culture de l'entrepreneuriat, hein, c'est clair si je compare avec d'autres endroits où j'ai travaillé comme dans les universités. Mais bon, ça a peut-être changé depuis 10 ans quand même. Là, ça fait 10 ans que je suis dans cette école, presque. Donc du coup, oui, on me pousse à breveter, on me pousse à me lancer, mais je trouve que mon métier, finalement, me plaît plus. Et finalement, j'ai aussi défendu, je le redis, mais la recherche publique. Et je pense que c'est un peu pour ça que je reste et que je ne me lance pas forcément comme un vrai entrepreneur, mais j'arrive à faire de ce qu'on pourrait appeler intrapreneuriat. C'est-à-dire que j'entreprends en restant dans mon coin comme maître de conf à Télécom Paris. C'est intéressant aussi parce que du coup, moi j'aime bien avoir les différents points de vue. On aura Florent derrière qui lui s'est lancé et qui a monté sa boîte. Du coup, toi finalement, tu adores ce que tu fais, tu aimes ton métier d'enseignant-chercheur. Est-ce que néanmoins, tu trouves des moyens de t'impliquer dans des projets de start-up ? Ou est-ce que tu aimerais le faire ? Oui, j'ai des moyens. Là, je travaille avec des amis. On cherche des financements pour faire, par exemple, des formations ou des MOOC. Et donc, oui, je baigne dans tout un tas de startups ou d'associations. Enfin, en tout cas, je me ouvre à l'extérieur. Ça, c'est clair que je suis aussi pour le décloisonnement. Mais en fait, je suis pour tout ce qui est public, le commun public, le savoir public. Le fait de breveter, on me l'a demandé plusieurs fois et pour le moment, je ne l'ai pas fait non plus. Je préfère publier dans des conférences qui sont ouvertes, d'ailleurs, si c'est possible, de faire en sorte que les publications soient accessibles sans payer, c'est encore mieux. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Donc, en fait, tout cet aspect public, tu vois, m'intéresse et je cherche à me décloisonner en venant faire naître des partenariats avec... justement des petites jeunes pousses, des startups, ce genre de choses. Par exemple, pour faire des outils pour l'éducation massive. Et du coup, ça va faire un petit peu de l'application de ce qu'on trouve en recherche, un peu. Tu peux nous donner un exemple concret dernièrement là, que tu as fait en termes d'application ? Alors, par exemple, j'ai des cours en français ou en anglais qui enseignent la programmation en langage C. Et donc, il y a tout un tas d'outillages qui fait que, par exemple, en 2016, on a gagné le prix en France, en tout cas, du MOOC le plus innovant, parce qu'on a injecté des innovations qui, par exemple, te donnent un feedback automatisé. Parce que quand tu as 50 000 étudiants, tu ne peux pas, même avec une petite équipe de 10 enseignants et étudiants, tu ne peux pas suivre ce qui se passe avec 50 000 étudiants. Donc, on a tout automatisé. Et on a tout un tas d'outillages qui permet de faire des tutoriaux de code interactifs. C'est tout ce qui est EdTech. Donc, j'ai injecté pas mal de EdTech. Et pour cela, je peux te donner des exemples. C'était avec France IOI. J'ai développé des outils spécifiques pour passer à l'échelle. Avec Le Monde Après, donc c'est Ella Monique, c'est une consultante, tu vois, qui a monté sa petite start-up en EdTech. Donc, je m'entoure de gens comme ça qui me permettent de faire des projets pour la diffusion du savoir
au sens large, on va dire. Et du coup, j'imagine que même au sein de Télécom, au sein de l'école aujourd'hui, avec la situation actuelle, il y a pas mal de choses à faire sur l'enseignement à distance, sur les MOOC, etc. Tu travailles sur des projets en ce moment là? Oui, alors c'est vrai que dans le monde de la recherche, autant quand on est chercheur, on sait publier, donc quand on publie, on fait de la communication, on décloisonne les savoirs, autant en enseignement, tu as raison, ça reste pour le moment complètement cloisonné. C'est-à-dire chaque université, chaque école, elle fait ses petits enseignements en interne, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a très peu de cours qui sont publiés, on ne sait pas quel prof fait quoi dans quel établissement. Sur des sites, tu as peut-être un syllabus, mais c'est très rare de trouver le contenu du cours, tu vois. Et ça, c'est nouveau que dans l'enseignement, on essaye de décloisonner, notamment avec l'enseignement à distance, les MOOC. Puis en plus, avec la crise Covid, maintenant, on voit bien que ça pousse un peu, quand on numérise, à décloisonner nos enseignements et à ne pas que faire de l'enseignement à nos propres étudiants. Donc oui, moi, j'ai toujours été intéressé par ça. Et en fait, ce qui est même paradoxal, c'est que les MOOC que j'ai créés sont à destination des étudiants, enfin de n'importe qui d'ailleurs, c'est pas que des étudiants, et que les étudiants de mon école, on n'a même pas besoin d'utiliser les cours que j'ai faits parce que c'est pas fait pour eux, entre guillemets. Et il faudra vraiment travailler longuement pour changer nos programmes, ça met beaucoup de temps en enseignement en interne, pour qu'on puisse intégrer des enseignements externes, tu vois. Pour l'instant, c'est pas encore. Et les étudiants, ils sont demandeurs de ça, ou parce que j'ai quand même lu des trucs où, particulièrement en ce moment, les étudiants, ils ont aussi surtout envie de revenir en amphi. T'en penses quoi? Toi, tu penses ils veulent un système un peu mixte? Là, par exemple, Open Classrooms, c'est très connu comme site d'apprentissage en informatique, et on a demandé, il y a 80% des étudiants qui, en fait, suivent les cours sur ce site-là. Et des fois, ils le suivent à la place du cours qui se fait à l'école, tu vois. Donc, oui, c'est important de le prendre en compte parce que de toute façon, les étudiants le font déjà. Ils vont aller piocher des ressources et c'est dommage de ne pas le faire. Enfin, ça serait dommage de ne pas le faire à l'extérieur de l'école. Et on a cette démarche un peu à l'école parce qu'il y a déjà 6 ans, on a supprimé 30% des cours magistraux pour faire plus des projets en disant, voilà, on vous donne plutôt des challenges, des problèmes, et vous allez devoir vous aider de ressources extérieures pour faire marcher votre projet, en fait. Donc on a déjà cette démarche-là, et le fait de supprimer 30% des cours magistraux, je peux te dire que c'était un combat. Enfin, moi, je n'ai pas participé au combat, mais c'était un combat parce qu'il y a des profs qui sont résistants, bien sûr. Ok, écoute, je te remercie. Idem, on reviendra vers toi juste après Florent, et du coup, je vais passer la parole à Florent. Donc Florent, c'est notre start-up du jour. Je l'ai dit au début, tu as créé Ecosim avec ton cofondateur. D'ailleurs, tu nous en parleras. Merci d'être avec nous. Bonjour. Dans un premier temps, tu peux, même punition, nous parler un peu de ton parcours, notamment la partie académique, doctorat, postdoc, etc. Et ce qui t'amène à créer ton entreprise, Ecosim. Oui, nous, de notre côté, donc avec mon cofondateur, on a le même parcours en fait jusqu'à la fin de notre recherche, c'est-à-dire qu'on a été élèves tous les deux à l'ENS Paris-Saclay, ensuite dans un labo de l'ENS Paris-Saclay en tant que thésard et puis en tant que postdoc. On n'a pas beaucoup bougé pendant nos, on va dire, 10 ans à l'école. Et en fait, on a fait tous les deux des thèses dans le domaine de la mécanique des matériaux, où on faisait des thèses en recherche partenariale, en fait. Dans ce domaine-là, c'est beaucoup en lien avec l'industrie. Donc financé par des grands groupes, souvent de l'aéronautique dans notre domaine. Et donc en fait, simplement, on s'est rendu compte d'une opportunité, comme beaucoup dans ce domaine-là, c'est-à-dire on a vu que la techno qu'on développait au labo avait des applications dans l'industrie et permettait de résoudre des problèmes qui jusque-là étaient un peu sans solution. Et c'est une des choses qui nous a décidé à monter la boîte. Donc on est passé, après le postdoc, en fait, il y a eu une phase on va dire de maturation, donc c'est une phase qui regroupe on en parlera peut-être, mais plusieurs petites étapes comme ça, jusqu'au moment où on a vraiment eu des clients et décidé de se lancer et de créer la société. Donc ça, c'était en 2016. Ok, donc justement, on va en parler du process, parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, notamment pour les chercheurs qui nous écoutent et qui ne sont pas dans une institution qui est forcément ultra branchée entrepreneuriat. C'est bien aussi d'avoir de l'information extérieure. Du coup, ça se passe comment, tes travaux de recherche pour en faire une boîte? Tu crées une spin-off, c'est ça? Ouais, alors spin-off, en fait, c'est pas vraiment un statut, c'est-à-dire, dans notre cas, en tout cas, c'est le lien avec l'établissement, il s'est fait un petit peu par la suite. Enfin, on l'a plutôt réfléchi par la suite.
nous, la manière dont ça s'est fait, c'est que finalement, on avait cette idée-là, on savait pas trop par quel bout le prendre et on a eu vent, par nos chefs qui étaient, on va dire plutôt derrière nous et qui nous soutenaient déjà à cette époque-là, de dispositifs, de prématuration puis de maturation. Donc en l'occurrence prématuration, c'était, la Fondation de coopération scientifique de l'université Paris-Saclay. La maturation, c'était la SAT, Société d'accélération de transfert de technologie. Et SAT, il y en a 14 je crois en France. C'est des sociétés qui ont justement pour objectif de financer des développements pour faire passer une techno du niveau de maturité assez bas vers un niveau de maturité, on va dire moyen, qui permet de vendre un premier POC ou une première version d'un logiciel dans notre cas, à un industriel, early adopter, qui du coup va peut-être lancer la machine comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, enfin, nous, on n'avait pas vraiment la conscience de ça avant, mais effectivement, quand on sort d'un labo, on a une techno qui a été appliquée en labo sur un cas labo, et ça ne veut pas dire que on sera le lendemain capable d'aller l'appliquer en industrie sur un cas industriel. Et donc toute cette phase de développement, il faut la financer, il faut, en l'occurrence, pour nous développer des méthodes et des logiciels qui permettent finalement d'aller mettre ça dans les mains de l'ingénieur qui était notre partenaire à l'époque. Et donc, tu peux nous faire le pitch un peu d'Ecosim, le pitch un peu commercial? Oui, ça, je suis plutôt habitué. Oui, donc alors chez Ecosim, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle la validation des simulations numériques. Donc en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'industrie, notamment l'aéronautique, mais aussi l'automobile, pas mal d'autres domaines, la simulation numérique, elle prend de plus en plus de place parce qu'elle permet de rapidement calculer des configurations, et en l'occurrence, pour nous, c'est la mécanique, c'est-à-dire la résistance mécanique d'une aile d'avion, d'un essieu de voiture, voilà, toutes sortes de pièces mécaniques qui doivent résister à un certain environnement. Et en fait, donc notamment dans le cadre de la réduction des émissions, dans le fait que on essaie de développer des systèmes et des structures qui soient plus performantes mécaniquement, on essaie de les rendre plus légères. Et donc comme on essaie de les rendre plus légères, forcément, on doit vérifier quand même qu'elles ne vont pas casser en sollicitation. Et donc cette simulation, elle aide à faire ça de manière beaucoup plus rapide. Par contre, ça reste de la simulation. Il faut bien avoir conscience que c'est un modèle virtuel qui n'a de réalité que quand on peut le confronter à des résultats physiques. Donc ça, c'est la base de l'expérimentation, c'est de dire on va vérifier le modèle et s'assurer qu'on n'a pas dit n'importe quoi, et ensuite on peut utiliser le modèle de manière plus étendue. Et donc dans ce contexte-là, nous, en fait, on fait du recalage entre la simulation numérique et des résultats de mesure, en utilisant notamment des technologies de mesure par caméra, parce que pendant, on va dire, une cinquantaine d'années, les tests mécaniques, ça s'est beaucoup reposé sur des capteurs ponctuels qui venaient mesurer une déformation ou un déplacement ou une force à un endroit bien précis de la pièce. Et ça apporte pas assez d'informations pour recaler un grand nombre de simulations. C'est pas forcément assez d'informations de mesure. Donc nous, on vient appliquer cette technologie de mesure par caméra, de manière ensuite à avoir des simulations qui soient plus prédictives et dont on puisse se servir pour développer des modèles de manière plus rapide et surtout plus sûre, puisque c'est une des grandes problématiques de nos industries, c'est qu'on a plutôt envie que l'avion ne casse pas en vol, que la voiture n'ait pas de problème de fissure sur des pièces qui ne devraient pas en avoir, etc. etc. Oui, on a plutôt envie, en effet, comme tu dis. Alors, je suis content que tu as répondu finalement à deux questions. J'allais te demander un pitch un peu plus technique, où toi, tu aborderais un peu plus la techno qu'il y a derrière. Donc, tu as fait un peu les deux en même temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Je reviens un peu à ton envie d'entreprendre, finalement. Tu as créé ta boîte. Est-ce que tu en as toujours eu envie, ou est-ce que c'était vraiment l'opportunité, comme tu dis? Alors, ouais, c'est intéressant parce que j'en ai plutôt dans un milieu startup où on voit beaucoup de gens qui en ont toujours eu envie, et on va dire que c'était un peu plus le cas de mon associé, parce que lui, il avait déjà fait des formations à l'entrepreneuriat. Moi, j'avais jamais fait ça. Ça a plutôt été l'opportunité, effectivement. On s'est rendu compte, d'une part, l'opportunité d'appliquer cette techno-là, parce qu'on avait des partenaires industriels qui nous disaient oui, on aurait besoin de ça, on aurait besoin d'un logiciel qui puisse nous permettre de le faire nous-mêmes et pas d'aller voir le labo à chaque fois. Donc ça, c'est le premier élément qui était, on va dire, une amorce, mais c'était intéressant. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue plus personnel, là, je parle vraiment de moi et pas de mon associé, mais moi, je me sentais pas forcément à la meilleure place en tant qu'enseignant ou que chercheur, pas simplement parce que je me considérais pas un très bon enseignant ou un très bon chercheur, et que le plus grand plaisir que je prenais pendant ma thèse, c'était de prendre le code que j'avais développé et aller le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il l'utilise. Et là, je m'étais dit, ouais, j'ai de l'impact. On parlait de l'impact tout à l'heure.
Et donc c'est ces choses-là qui m'intéressaient, c'est d'arriver à mettre en musique différentes technologies et de les brancher les unes aux autres pour arriver à faire quelque chose d'un petit peu mieux, quoi. Et finalement, c'est exactement ce qu'on fait chez Ecosim. On arrive à prendre des briques technologiques et à désassembler dans un logiciel pour donner la capacité à l'industriel de vraiment faire, quoi. Donc finalement, quand j'y repense en thèse, j'essayais déjà de faire un petit peu ça. Donc finalement, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais finalement, le statut chef d'entreprise ou le fait de gérer une équipe, etc., je m'y mets avec plaisir et c'est chouette de le faire. Mais par contre, c'était pas ça le but à la base. C'est pas comme ça que je le voyais en tout cas. Ouais, c'était pas ta vocation. Par contre, t'as comme Elodie ou comme d'autres créé, enfin en tout cas sorti de la recherche pour avoir de l'impact. Donc c'est assez intéressant. En tout cas avoir plus d'impact. Ouais. Aujourd'hui, tu te sens légitime dans ta posture de CEO. Tu t'es formé, t'as suivi des ateliers, des choses qu'en effet c'est pas naturel forcément de devenir PDG, enfin dirigeant d'entreprise, de recruter des gens, de diriger des gens. Je pense qu'il y a un goût ou un attrait, mais effectivement, on peut pas tout savoir. Enfin, c'est comme dans n'importe quelle discipline, finalement, on peut apprendre. En ça, effectivement, je rejoins Elodie quand elle dit que les chercheurs ont des qualités qui permettent de s'y mettre, quoi. En tout cas, le fait d'être dans un environnement nouveau et de se dire bon j'admets mon incompétence, maintenant je vais essayer d'être un petit peu plus compétent, et donc se former, notamment via les ateliers qu'on a eu à l'incubateur Télécom Paris Tech, mais aussi on a fait un programme qui s'appelle Challenge Plus à HEC, qui nous a vraiment ouvert les yeux sur plein de problématiques qu'on connaissait pas, et donc donner envie, enfin plutôt l'aspect technique, mais aussi il y avait des formations sur l'aspect plus humain de la chose. Et donc, on s'y intéresse, et comme on se rend compte des problèmes et qu'on a cette formation-là qui est en face pour répondre à ce problème-là, forcément, petit à petit, on espère, en tout cas, on essaye, on devient meilleur, que ce soit en communication, en RH, en compta, enfin plein de choses qu'évidemment on ne connaissait pas avant. Mais disons que ça s'est fait assez progressivement et j'ai pas ressenti de grosses difficultés majeures, si ce n'est évidemment des petits problèmes qui arrivent petit à petit, mais ça c'est la vie d'une boîte, j'imagine, quoi. Je te remercie beaucoup pour tous ces détails et cette aventure que tu nous as racontée. C'est la question bonus que j'ai posée à tous les trois, donc on va pouvoir passer les micros. Alors pour cet épisode, j'ai un peu changé la question. Je vais vous laisser me parler soit d'une techno qui vous passionne, un truc qui vous pensez va révolutionner le futur ou même le présent, soit d'une techno qui vous fait un peu peur, quelque chose que vous maîtrisez pas et c'est un peu bizarre, quoi. Alors, on va commencer avec toi, Florent, du coup, puisque tu es le dernier à parler. Donc j'ai le droit de sortir le point intelligence artificielle en réponse aux deux questions, finalement, c'est ça? Ça paraît une réponse évidente, enfin, en tout cas c'est la première qui me vient. C'est un sujet d'actu depuis quelques temps maintenant, et puis ça va le rester. Les technos d'intelligence artificielle, en plus, c'est un domaine qui est quand même très vaste, c'est-à-dire quand on dit intelligence artificielle, on a tout dit et rien dit à la fois. On parle à la fois de Google qui fait de l'analyse de paroles ou de la synthèse vocale, et puis à la fois de start-up, il y en a dans notre domaine aussi, hein, en méca, il y a pas mal de gens qui commencent à appliquer ça. Nous, en tout cas, on voit pas mal d'applications, de potentiels partenariats avec des gens qui font ça de manière à simuler, à calculer plus vite, à permettre de démultiplier les capacités de décision dans l'industrie, en se basant vraiment pas seulement sur, on va dire, de l'intelligence qui sortirait un peu de nulle part, mais aussi en se basant vraiment sur des données. Donc c'est tout ce qui s'appelle data-driven en calcul en ce moment. Ça a vraiment le vent en poupe parce que ça permet justement de considérer une infinité de solutions qui n'étaient pas considérables jusque-là parce qu'on n'avait pas la puissance de calcul pour le faire. Donc ça, vraiment, c'est à la fois ce qui est, je pense, assez fascinant et qui permettra de faire encore augmenter notre capacité de compréhension du monde, en tout cas dans la physique, quoi. Ça, c'est vraiment fascinant. Et évidemment, il y a le volet plus... c'est aussi très, très effrayant parce qu'il y a... je pense qu'on est beaucoup à avoir vu ce documentaire derrière nos écrans de fumée sur la manière dont l'intelligence artificielle sert aussi à faire du traitement sur les données personnelles, etc. Ça, c'est le volet un petit peu moins sympa et qui fait un peu peur. Je te remercie. On va passer la parole à Rémi, si tu veux bien. J'espère qu'il n'a pas volé ta réponse, parce qu'on a souvent cette réponse. Ah oui, sur l'IA, alors je suis d'accord que ça veut tout dire et rien dire à la fois. Mais je partage ta fascination. Moi, j'aimerais bien avoir une voiture. Ça n'a rien à voir, mais une voiture qui se conduit toute seule ou qui me conduit d'un point A à un point B tout seul. Je trouve ça fascinant, tu vois. Même si je suis pas expert dans le domaine, mais j'imagine qu'il y a des algorithmes de l'IA et ça fait tellement longtemps qu'on en parle que j'aimerais que ça devienne réalité. Et en même temps, ça me fait peur parce que ça veut dire, comme pour nos données de santé qui sont traitées par Microsoft, je trouve ça complètement scandaleux. Je me dis, voilà, peut-être qu'il va y avoir des sortes de GAFAM qui vont
finalement savoir tout ce qu'on fait. Et il suffit que malencontreusement quelqu'un clique sur un bouton et que les données fuitent vers des agences ou des assurances ou je ne sais quoi, et c'est foutu, quoi. Enfin, je veux dire, là après tu seras coincé, on pourra t'interdire comme en Chine de faire ce que tu veux, d'être libre. Donc ça, vraiment, ça me fait peur. Mais en fait, je suis quand même plus passionné par l'éducation. C'est un peu pour ça que ça fait 2 ans que j'ai changé de domaine de recherche. Et je me dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'IA pour faciliter justement la tâche des enseignants-chercheurs ou des enseignants tout court, dans tous les domaines, en fait, ou des formateurs aussi, pour adapter ce qu'ils disent, leur discours, les activités, les interactions entre les élèves, le prof, entre les élèves eux-mêmes. Tout ça mélangé à de l'IA, tu vois, j'ai envie de prendre un shaker, tu shakes le tout, et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme EdTech qui fait que on augmente le savoir global, on augmente les compétences globales de tous les humains, en fait. C'est un petit peu ça l'idée, voilà. Ok, bah écoute, super intéressant, merci. Et on finit avec Élodie, même question. Alors moi, je vais un peu sortir du lot. Est-ce que j'ai le droit de répondre avec une biotechno ? Ah bah évidemment, oui. Parce que, étant biologiste, tu vois, moi j'avais envie de dire plutôt les thérapies géniques. Alors après, on peut voir le côté un peu effrayant avec toutes les manipulations génétiques, pas juste les thérapies. Donc bon, il y a le côté effrayant, mais il y a le côté plein d'espoir. Alors forcément, j'ai bossé dessus, je trouve ça génial, je trouve ça passionnant. Et c'est en plein développement en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a plein de précliniques, il y a le clinique qui commence, etc. Et je me dis que dans les 10 prochaines années, il y en a pas mal qui vont, à mon avis, sortir et qui vont être utilisés. Et ça, c'est un énorme espoir pour plein de maladies, que ce soit les maladies neuro, des cancers, enfin vraiment plein de trucs. Donc ça, c'est ma techno et c'est le point positif. Mais tu as raison, c'est aussi bien de sortir du numérique et de l'intelligence artificielle, hein, parce qu'on en entend beaucoup parler. En tout cas, merci infiniment à vous trois d'avoir partagé vos expériences avec nous. On aurait envie d'en entendre encore plus, mais ça serait vraiment trop long. On sait depuis un certain temps maintenant que l'univers des startups et celui de la recherche ont souvent été liés, souvent par le biais de collaboration, d'intégration de travaux de recherche dans les projets d'innovation, d'expertise apportée par les chercheurs. Mais on sent un vrai mouvement de fond ces dernières années à vouloir faire de plus en plus de chercheurs entrepreneurs. C'est tant mieux, nous on adore ça. On pense que nos chercheurs ont toutes les cartes en main pour créer les belles histoires entrepreneuriales de demain. Et on vous invite d'ailleurs à en découvrir certaines dans le podcast d'Élodie dont on a parlé plus tôt. On vous mettra le lien dans l'épisode. Et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Deep.